Bonjour Mathieu, comment tu vas? Bonjour. Ou Euh, bonsoir. oui, bonsoir. Comment s'est passé ton week-end? On commence déjà à voir la saison qui se lance avec des week-ends qui sont chargés en tournoi. Comment a Mm. été ton week-end? Oh, mon week-end, c'était travail. Ok. Pour nos auditeurs qui ne savent Travail, pas, comme on a une autre vie d'habitude. en dehors du judo. Bah oui, comme d'habitude. Le judo étant un sport hautement amateur, il est incapable de nourrir la plupart des bouches Mm. qui font partie de sa communauté. C'est un sujet peut-être on va aborder un jour, le sujet des athlètes qui vivent vraiment du judo. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vivent vraiment du judo. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on va parler Qui avec nos vivent du auditeurs. judo où? En Occident ou Oh, partout, en Afrique? partout. On parlera un peu des différents modèles parce il y a différents modèles qui existent. Il y a des judokas qui vivent du judo en Afrique. Il y en a qui vivent du judo en Europe, même en Amérique. Mais ce n'est pas de la même façon. Et le vivre en question ne veut pas dire la même chose. Mm. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas de ça qu'on voulait parler avec nos auditeurs aujourd'hui. On va essayer de parler du Grand Chelem de Paris. C'était le premier Grand Chelem de l'année, celui qui permettait un peu de savoir comment est-ce que la saison est lancée. On va en parler avec nos auditeurs. On va ajouter un nouvel axe dans notre randonnée. C'est la partie technique. Tu vois, on va débriefer un peu sur un ou deux combats. Tu expliqueras à nos auditeurs un peu les tenants et les aboutissants techniques de ce combat, les choses que le judoka moyen ou le judoka de la rue, Oui, entre guillemets, n'est oui. pas Moi, capable de déceler. j'aimerais bien qu'on décortique peut-être, s'il y a une possibilité, le combat de Teddy Riner contre l'Ouzbek. OK, OK. Teddy Riner Et on a contre... dit aussi un combat africain, Asma, c'est ça, non? Asma Niang. oui, oui, on peut aussi regarder sur Dasma. OK. Donc, tu vas nous donner un peu les astuces ou tu vas nous apporter ton œil d'expert pour que nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes ou des techniciens de compétition pourront voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude ou qu'on ne comprend pas d'habitude. Mm. Donc, ceci étant dit, comment est-ce que tu as trouvé le tournoi de Paris? C'est l'ancien nom, juste ce Grand Chelem de Paris Oui. 2024 de façon générale. Oh, le Grand Slam, il reste toujours égal à lui-même, hein. Moi, ce que j'aime dans cet événement, c'est que c'est vrai, il y a de la compétition, mais c'est d'abord une fête. Et c'est ça que moi, j'apprécie. Ouais. Vraiment, on fait en sorte que ce soit animé, que ce soit... Même dans les gradins, hein, on entend comment le speaker, il va haranguer la foule. Euh, voilà, il y a du show, en fait. Il y a du show, on fait du show. C'est du judo, c'est une compétition, mais derrière aussi, il y a du show. Et c'est ça. Et c'est attrayant de voir cela. Voilà. On voit par exemple là, Le concept de judo kid. voilà, exactement. Le concept du judo kid. Voilà, on voit Inoue. On voit, ah, la petite là, elle est dans mon club, hein, c'est mon élève. Celle qui est coach là. Oui. Elle s'appelle comment? Si on a Riam. le droit d'en parler. Elle OK. s'appelle Riam. Riam. Bon, ça. Donc, le tournoi de Paris a réussi à rester une fête, à se développer parce que c'est quand même un très gros tournoi. C'est un très gros tournoi qui a une renommée. Je peux me tromper, mais je pense que c'est le plus gros tournoi de judo dans le monde Ouais. en termes de renommée. Je peux me tromper, mais je pense qu'il n'y a pas un tournoi, il n'y a pas un grand chelem sur le circuit mondial qui, quand on te dit grand chelem de X, tu te souviens qu'a eu c'est... Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, il y a plusieurs grands chelems. Je pense qu'il y en a 7 ou 8 cette année. Et je ne suis pas sûr que les gens peuvent citer avec précision les 7 ou 8 grands chelems de la saison. Mais tout le monde va citer au moins le tournoi de Paris. C'est un gros tournoi. Oui, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance dans le palais des sports. Il y a une bonne ambiance en dehors. Les copains se retrouvent en fait. Et les gens Oui. partent de partout en France. Il y a des clubs qui font des charters, hein. OK. Moi, j'ai un copain qui vient avec son club, Alain Mikada,
qui avait le club de Niort. Vraiment, ils viennent en charter, ils prennent des chambres d'hôtel et voilà. Ça, Oui. c'est l'ambiance du Grand Slam. Et maintenant, au niveau des résultats, comment est-ce que tu as trouvé le niveau en général, le niveau du tournoi de Paris? On est en année olympique. Généralement, le niveau est quand même dans une pente ascendante. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Oh, j'ai trouvé que le niveau était bien. Bien dans quel sens? Moi, il y a des combats que j'ai vus. J'étais content de voir tous ces combats-là. Le challenge qu'il y a eu entre l'Ouzbek et Teddy Riner, c'était relevé. Ouais. C'était relevé, sachant que Teddy Riner, quand il est là, c'est lui que tout le monde va regarder. Ouais. C'est l'empereur dans sa chambre. Il est dans son palais. Le tournoi de Paris, c'est le Oui, il palais est de dans son Teddy. palais. Alors, dommage aussi, là, je parle un peu beaucoup plus des athlètes de l'équipe de France. Pour Oui. Audrey Tchemeyo, moi, j'aurais bien voulu qu'elle se qualifie parce que cette compétition, pour leur catégorie, elle était déterminante. Et est-ce que finalement les résultats sont sortis à la suite? J'avais cru Mais entendre que ce n'était pas. La FEDA dit quelque chose du genre les résultats à Paris ne vont pas être définitifs dans le choix de qui va ah représenter bon? la Bon, catégorie. ça, j'ai pas suivi cela. Je pense que j'ai écouté ça sur Twitter où la fédération disait quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Euh, Bah, s'ils ont dit ça, moi, je n'ai pas suivi. Mais de ce que moi, j'ai vu, si Malonga fait le podium, pour moi, c'est elle qu'on va prendre. Hein. Peut-être. Mais je pense que ça aurait été plus convaincant si elle gagnait. Qui ça? Malonga. Si elle Oui, oui, gagnait, oui. si elle Oui, gagnait, je pense que ça allait clore le débat. Et je pense oui. que le fait qu'elle n'a pas pu faire or, elle a fait bronze en battant Audrey, peut-être que En fait, Audrey le Audrey débat a n'est pas perdu, clos. Audrey a perdu sa compétition contre la Hollandaise. Audrey, elle a du mal avec les athlètes qui travaillent à gauche. Et la Hollandaise, donc d'emblée, comment dire, elle a emballé le match. Ouais. Mais physiquement, vers la fin, elle a pêché. Et la Hollandaise, c'est comme si la Hollandaise attendait à ce niveau-là, en fait. À ce niveau, Audrey, c'est l'une des athlètes qui a quand même le plus tourné sur le circuit. Ce n'est pas difficile d'avoir des repères face à elle. Je veux dire, si tu veux même faire une analyse vidéo sur Audrey, ce n'est pas difficile de trouver des éléments pour faire une analyse vidéo sur elle. Voilà, on voit par exemple la séquence que tu viens de montrer. On voit la séquence que tu viens de montrer. Malonga vient vraiment avec sa main gauche tenir, tu Oui, vois. oui. C'est pour dire que Te met dans Malonga l'angle sait mort que d'Audrey. l'autre a Oui, des difficultés avec oui, les couchers. oui. Elle prend la manche, elle se met dans l'angle mort pour mettre l'autre vraiment en difficulté. Puisque Voilà. Audrey est très explosive. C'est une athlète qui fait de très bons Tu attaques à vois, reprise de garde. elle est revenue, elle a remis son revers, tu vois. Oui. Elle a repris le revers à gauche. Oui, mais si une athlète comme Audrey a des difficultés aussi manifestes, aussi visibles, est-ce que ce n'est pas finalement un handicap? Ah, bien sûr que c'est un handicap. C'est Je un veux dire, énorme est-ce qu'on peut handicap. miser sur Audrey pour faire l'or à Non, Paris non, ou... non, non, non. Je pensais qu'Audrey pouvait faire la médaille aux Jeux. Non. Avec ce que j'ai vu là, non. Pourquoi aujourd'hui, les athlètes qui ne travaillent pas à droite et à gauche sont très vite limités. Oui. Et tu vas voir que durant même cette compétition, Audrey a même eu du mal à faire vraiment la technique, comme elle faisait quand même un petit peu avant. Mais c'était que du physique, je te prends, je te colle à moi, et puis voilà. Parce que Mais tout le monde sait et tu de vois que quel quand côté le est-ce qu'elle physique est la lâche, systématiquement faible. dès que le physique l'a lâché, Elle voilà, s'est elle a perdu. effondrée. S'est effondrée. OK. Donc, ça, c'est l'un des combats, l'une des athlètes pour lequel tu n'as pas... C'était embêtant. Comment tu as trouvé le niveau de Riner? Parce que, il a gagné. Mais est-ce que Riner t'a convaincu? Non. Riner n'est plus le Riner qui fait champion du monde euh, quand il avait 22, 23, 25 ans, tu vois. Ouais. Il allait vite, il était explosif, c'est-à-dire qu'il allait vite, il prenait très vite et puis il déclenchait tout de suite le déplacement pour aller positionner l'attaque. Ouais.
Bon, pendant un moment, par exemple, si on regarde les derniers championnats du monde, moi, j'ai trouvé que là, il est revenu un petit peu quand même. OK. Quand si tu compares le championnat du monde et le Grand Slam, à ce Grand Slam, je pense qu'il était nettement mieux qu'au dernier championnat du monde. OK. Ça veut dire que peut-être qu'il a, il a un chantier sur lequel il travaille et petit à petit, parce que il faut dire une chose, avec son expérience, c'est quelqu'un qui sait très bien programmer ses tournois. À ce Tout à niveau, fait. il a démontré qu'il sait programmer ses tournois. Est-ce que Rin n'est pas comme en rodage actuellement et que la meilleure forme de Rin, s'il ne se blesse pas entre-temps, parce que c'est aussi ça l'autre problème qu'il a, c'est qu'il se blesse et s'étouffe beaucoup. La meilleure forme de Rin est à venir. Oui, puisque son objectif, c'est de faire médaille d'or hein, à Paris 24. Oui. Est-ce qu'il va y arriver il y a quelques années, je t'aurais répondu oui. Systématiquement, sans Oui, réfléchir. Voilà, mais là, j'ai vu des choses. On l'a projeté 2 fois quand même. Ah oui, parce que tu vas en parler tout à l'heure dans l'analyse de son combat avec Youssoupov. Ouais. Mais c'est clair que on n'a pas vu un Rin ultra conquérant. C'était pas le Rin En finale, dominateur. il projette, lui, il gagne. Mais contre l'Ouzbek, il aurait pu perdre. Oui. Je pense que l'Ouzbek était plus difficile que la demi était plus difficile que la finale. Que la finale, oui, tout à fait. Même en termes de contrôle, je pense que la demi était plus difficile que la finale. Maintenant, je vais t'inviter à parler de quelqu'un que tu connais sûrement, que toi et moi, nous aimons beaucoup. Il s'agit de notre ami Boudaïn, le Camerounais. Tu vas me dire comment tu as trouvé son tournoi. Comment est-ce que... Isa, tu parles de qui? Du moins de 90 Camerounais. Je confonds toujours, j'ai toujours tendance à vouloir dire moins de 81. Ah, c'est le moins de 90. Non, 190. Il a l'air un peu petit, mais c'est 190. Comment est-ce que tu as trouvé son tournoi? Il a fait juste un combat, il est sorti au premier tour contre le Kazakh. Je n'ai pas vu son combat parce que je n'étais pas à sa journée. Et... Si, j'étais à sa journée, mais je n'ai pas vu son combat. Je suis arrivé qu'il avait déjà combattu. Ah, tu es arrivé après les éliminatoires. Le dimanche, effectivement, les 90 kilos passaient. Voilà. Et donc, comment tu as trouvé son tournoi? Ben, il est resté égal à lui-même. Hein. OK. Là, il prend un Kazakh. Quand tu regardes sa garde, regarde la prise de garde, il est en bout de manche. Est-ce que dans son judo, il fait un travail sur les bouts de manche? Pourquoi il accepte les bouts de manche? Je pense qu'il n'accepte pas. Je pense qu'il n'a pas le choix. Il est dans une phase de combat où il ne contrôle pas. Et regarde sur quoi on le projette. Je pense que dans une phase de combat, il ne contrôle rien. Est-ce que tu as l'impression qu'il progresse? Est-ce que tu as l'impression que c'est un athlète qui, dans son processus de carrière actuel, se projette pour les Jeux Olympiques? Alors, moi, je pense que maintenant, la question que tu poses, je pense qu'il a même régressé parce que quand il arrive au Cameroun, je crois qu'il gagne. Hein. Et en Afrique, il a gagné. Il démonte tout le monde, il fait des soutenus à gauche, à droite. Voilà. Il met tout le monde d'accord. Mais depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait d'autre après? Plus rien. Quand il arrive même à African Open à Yaoundé, il perd. Oui. Il ne gagne pas. Alors que quand il est venu au début, il a gagné. Parce que ça, c'est un profil que je pense avoir déjà vu. À savoir, ces gars qui vivent en Occident, qui ont la possibilité matérielle de faire des tournois, de s'entraîner, tout ça, qui ont envie de faire du judo, mais pour qui en réalité le judo n'est pas le centre de leur monde. Tu vois un peu l'attaque qu'il vient de faire. Il ne contrôle pas. L'attaque qu'il vient de faire, il fait l'attaque pour fuir en fait. Hein? Il n'est pas serein, il n'est pas... Voilà. Je ne suis pas convaincu, chaque fois que je vois ce combat, je ne suis pas convaincu que Boudin ou Kevin, je ne suis pas un de ses pros, donc je vais l'appeler par son nom de famille. Je ne suis pas convaincu que Boudin
est dans une dimension où s'il ne va pas aux Jeux Olympiques, ça serait un drame pour lui. Tu comprends ce qu'il dit? Oui, Je regarde. pense que s'il va aux Jeux Olympiques, ça serait fun, ça va être super, ce sera même, on va dire, à la maison. Et s'il n'y va pas, ça ne sera pas un drame. Je ne suis pas sûr que le judo est vraiment quelque chose d'essentiel. La performance judo, c'est quelque chose d'essentiel pour lui. Autrement dit, je vais le dire de façon moins diplomatique. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas un touriste. Tu vois? Et ça se ressent donc dans la façon dont il progresse physiquement, techniquement. Physiquement, il n'a pas progressé. Il va plus fort qu'avant. Techniquement, je ne ressens pas la progression. Je pense qu'il fait chuter moins qu'avant. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il n'est pas blessé? Je n'ai pas l'impression. Psychologiquement, tu ne ressens pas le mec qui tourne sur les circuits européens et qui donc est habitué à lutter avec des Kazakhs et consorts. Là, se comporte comme un mec qui s'entraîne à Yaoundé, qui sort 1 ou 2 fois par an et qui, quand tu vois un Kazakh, il est directement impressionné. Donc, Ah oui, là, il est complètement débordé dans le combat. Là. J'ai vraiment l'impression que le projet judo n'est pas un projet essentiel pour lui. Peut-être je me trompe, mais c'est vraiment le feeling que j'ai. Et il va finir le combat, bon, il ne va pas gagner. Le combat, je pense que ça va finir au gong, mais en étant mené. Il va perdre sans prendre du pont. Peut-être en soi, c'est une victoire, je ne sais pas, mais il n'aura pas montré grand chose. Je pense qu'en face, le Kazakh, lui, ne voulait simplement pas prendre trop de risques. Oui, le Kazakh ne voulait pas prendre trop de risques. Il a marqué son Wazari, il gère, il déroule, et puis tu es éliminé. Voilà. Oui. Je pense que le Kazakh était dans cette dynamique-là. Tiens, il y a un Camerounais, Maxime Gaël. Mais il faut aller lui chercher. Mais lui, il ne joue pas pour la France. Il ne va pas pour la France. Hein? Ah, lui, il est fort. Lui, oui. Il est déjà. Il a fait des combats, mais. C'est lui. Non, lui, il faut. Je veux dire, c'est comme si tu disais à Tchemeoko qui vient lutter pour le Cameroun. Lui, il a basculé. Mort. Non. Ouf. Et il a fait des combats. Il a fait des combats. Et il y va. Non, il est fort. Je vais essayer de retrouver ses tirages. Donc, j'en profite pour dire Kevin Boudin, c'était le seul Camerounais qu'on avait engagé. Tout à fait. Et c'est quelque chose d'assez anormal parce que on est en année olympique. Les points coûtent extrêmement cher. Donc, il a sur le premier grand chelem. Oui, quelques points de participation. Mais ça ne va pas aller dans soi. C'est anecdotique vu son classement. C'est anecdotique. Donc, je pense qu'on est inconsistant. La qualif se termine en juin. On est en février. On a une place. On a une qualification continentale. On a possibilité d'aller chercher la directe. Donc, on avait la possibilité d'aller dans des tournois comme le tournoi de Paris. Sachant surtout que le tournoi de Paris, c'est un tournoi qui n'est pas très cher pour le Cameroun. Parce qu'aller à Bakou, ça coûte 3-4 fois plus cher que d'aller à Paris. En termes de billets d'avion, en termes de... C'est infiniment plus difficile d'y aller. Alors, maintenant, moi, j'ai une question que je me pose. Comment ça se fait qu'il y a quelques années, derrière, on faisait un peu plus de compétition et que quand c'est la dernière ligne droite, on ne fait plus de compétition? Ça peut être dû à quoi? Peut-être le financement? C'est surtout le financement, mais pourquoi est-ce que le financement tarit l'année olympique? C'est la question. Est-ce que dans les chapitres budgétaires, parce que le gros financement, l'argentier du sport camerounais, c'est l'État. Est-ce que l'État, parce qu'il sait qu'il va faire une grande compétition qui est les Jeux olympiques, est-ce qu'il s'est dit, je diminue le financement tout au long de la saison et je garde cet argent pour aller aux Jeux olympiques? Est-ce que les fédérations réussissent? Est-ce que c'est parce que les fédérations n'expliquent pas bien que même si les Jeux se déroulent en juillet, c'est quand même important de janvier à juin d'aller chercher les points?
honnêtement, je peux pas dire, je connais la réponse, mais c'est comme on avait vu ça la dernière fois quand on regardait les courbes de représentation des athlètes, d'engagement des athlètes. On voyait que chaque fois dans les années olympiques, le niveau d'engagement des athlètes diminuait. Autrement dit, chaque fois qu'on était en année olympique, on avait moins d'athlètes qui sortaient. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne saurais te le dire. J'aurais compris qu'on diminue le bassin des athlètes qui participent. Autrement dit, j'aurais compris qu'en année olympique, au lieu de faire sortir 10 gars à chaque fois, aller à gauche, à droite, qu'on prenne 4 ou 5 personnes qu'on fait voyager dans tous les endroits possibles parce qu'il faut collecter les points. J'aurais compris ça. Mais là, je vois, on a fait le Portugal, il n'y avait personne. Paris, il n'y a personne. Tunis, personne. Tunis, personne. Bakou, Alger, personne. Alger, personne. Bakou, je pense qu'il n'y aura personne. Donc, est-ce que... on attend juste le championnat d'Afrique. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais c'est risqué. C'est très risqué. On peut avoir des situations à la feuillère. Je veux dire, tu te rappelles que les Mauriciens, il y a fait le 90 qui est venu, sur la dernière ligne droite, il a fait 7 championnats du monde. Il a défait tout le processus olympique. Tout à fait. Non, on peut avoir ce genre de choses. En soi, si on a ça et qu'on a un athlète camerounais qui vient prendre la qualité directe à la dernière minute, c'est pas mauvais. Mais on peut finalement ne garder que cette qualification continentale alors qu'on pouvait aller chercher plus. On doit aller chercher plus. Mais ça, comme j'ai souvent dit, c'est pas à ce moment-ci qu'on va déterminer si on va chercher plus. C'était déjà d'amont en amont dans la théorie, c'est-à-dire que la théorie, la conception du projet olympique et de dire que voilà, nous allons chercher une qualification directe et avoir une qualification continentale derrière. Mais là c'est un peu tard parce que... c'est très tard. Est-ce que celle qui est là aura les capacités? Et en plus, si tu l'as fait faire toute cette boucle-là, peut-être qu'elle arrive aux Jeux Olympiques, elle est complètement cuite. Parce qu'elle n'est pas, l'organisme n'étant pas habitué. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? De toi à moi, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que sur ce cycle-ci, est-ce que tu prépares une athlète pour qu'elle aille gagner les Jeux Olympiques? Ah, belle question. Si on parlait de Bala Vanessa, ça allait être un autre débat. J'allais te dire, Bala Vanessa est dans une autre dynamique. Tu as donc posé une bonne question. C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui pour les générations futures. Est-ce que nous avons les capacités de former des athlètes qui peuvent aller faire une médaille mondiale et une médaille olympique? La question, elle est là, elle est ouverte. Est-ce que nous avons les capacités? On n'a jamais démontré qu'on avait ces capacités-là. C'est quelque chose. On n'a jamais démontré ça. Les athlètes qui ont été entièrement formés sur le circuit, du moins au Cameroun, et qui ont performé à l'extérieur, je pense que le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Bernard Etoga qui fait un quart de finale aux Jeux Olympiques. C'est la meilleure performance d'un athlète qui est basé au Cameroun. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, il menait même, hein? Il menait dans son combat, il menait. Voilà. Parce qu'en réalité, un exemple comme celui de Bala Vanessa, en réalité, elle est sortie de l'encadrement camerounais 8 ans avant de commencer à performer. Elle est sortie. Donc, la Bala Vanessa qui commence à faire des médailles dans les grands chelems, les grands prix consorts, ce n'est plus réellement le produit camerounais. C'est quelqu'un qui a été formé au Cameroun, donc qui a fait la formation de base au Cameroun, qui est rentré dans le circuit français, qui a été comme reprise en main. Elle a pris quand même un certain temps. Maintenant, non, ce n'est plus quelqu'un, on va pas dire parce qu'elle est camerounaise, c'est le produit de la formation camerounaise. Non, c'est qu'elle est camerounaise, mais en réalité, c'est le produit d'un autre processus qui était fait en France. Mais le seul que je connaisse qui avait vraiment une grande partie de sa préparation qui était faite au Cameroun, parce que Bernard avait quand même fait ce qu'on appelait à l'époque quand on envoyait les gars dans un coin, j'ai oublié le nom. L'équipe africaine? Oui, l'équipe africaine, on avait lancé un truc comme ça en Algérie, il y en avait un qu'on avait lancé même en Hongrie, ça a un nom là.
des camps. Voilà, il avait fait, c'était pas des camps, c'était comme une sorte de, de, de centre d'entraînement. Voilà, il a fait les centres. Voilà. Bena avait fait des centres, mais la période où il fait la performance, je pense que c'était en 2004, il était essentiellement basé au Cameroun. Il fait la grosse performance. Donc, jusqu'à présent, on n'a historiquement jamais démontré qu'on peut former des athlètes qui font la performance à ce niveau-là. Il faudra y aller le démontrer. On a démontré qu'on peut former des athlètes qui font la performance au niveau open. Ça, on en a parlé même dans d'autres randonnées. Grand Prix, on n'a jamais démontré. Il faut déjà aller chercher ça. Avant d'aller chercher aussi, est-ce qu'on peut, au-dessus des Grands Prix, aller chercher Grand Chelem et consorts? Mais on n'a jamais démontré ça. Et ce qu'on n'a jamais démontré ne peut pas être réclamé. On ne peut pas dire qu'on peut le faire alors qu'on n'a jamais démontré qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, je pense que même si on fait faire un circuit, on fait faire beaucoup de compétitions, un athlète comme Georgika, et que ça lui permet d'obtenir la qualif directe et de donner une place pour quelqu'un d'autre derrière, je pense que ça serait quand même gagnant. Parce qu'honnêtement, pour ce cycle-ci, en étant sincère avec nous, on ne la prépare pas pour être médaillé olympique. On ne peut pas faire 4 ans de circuit, si tu veux, 2 ans et demi de circuit, sans faire de médaille au niveau Grand Prix, et te projeter en termes de médaille olympique. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Surtout si tu viens... Pour faire une médaille olympique, il faut faire des podiums au niveau des grands mondial, slams, oui, au niveau mondial. Tu ne peux pas sortir de nulle part. Et non. Tu peux pas sortir de première tête. Voilà. À moins que tu fasses comme Eric Moussambani. Et même lui, il n'a rien fait. Hein. Voilà. Malgré que ses concurrents ont été éliminés, il a coulé. Non, je ne me moque pas. Mais non, mais il y a des exceptions. Et les exceptions, ça, en général, il peut y avoir des cas d'exception quand tu viens d'un pays qui a une grande histoire. Parce que c'est quelque chose dont on a déjà aussi parlé. C'est que un athlète qui vient d'un pays avec une grande histoire n'est pas équivalent à un athlète qui vient d'un pays sans histoire. Si tu es un Japonais et que tu t'es qualifié à la dernière minute, tu n'as pas fait beaucoup de tournois dehors, tu n'as même pas gagné en tant que tel, ta probabilité de faire une médaille olympique est plus élevée qu'un Camerounais qui est dans les mêmes conditions. Parce que même en termes de référent, même en termes de blocage psychologique, même quand tu es dans la salle d'échauffement, ta capacité à te dire je peux le faire est vraiment corrélée au fait que d'autres gars comme toi l'ont fait. Tu vois un peu? Quand tu arrives en stage à Tokyo, sur le tatami, tu peux trouver au moins 10 champions du monde. Donc, si tu fais un stage à Tokyo, un stage seulement entre Japonais, il est probable que tu aies affronté au moins 3 champions du monde. Ça, c'est pas rien. Donc, si tu as un coéquipier japonais que tu réussis à battre aux entraînements, il est probable que l'un d'entre eux soit déjà champion du monde. C'est que tu ne vas pas avoir au Cameroun. Cameroun, tu vas faire des stages, tout ça, mais des fois, le mieux qu'on puisse te proposer, c'est un gars qui a été champion du Cameroun. Tout à Parfois, fait. qui a gagné les Jeux universitaires. Donc pour qu'on ait et ça revient donc à ce qu'on disait la dernière fois, il faudrait déjà qu'on change nos mentalités. Oui. Voilà, qu'on parle d'excellence et qu'on cherche cette excellence, pas sur une Olympiade, mais sur 2, 3, 4 Olympiades. Exactement. Exactement. Ça me permet un peu de ramener un peu. Là le graphe qu'on montre à nos auditeurs depuis tantôt, ce sont les statistiques qu'on a fait. Un grand merci à Cédric qui nous fait les analyses de données. C'est en fait à la sortie de Paris, qui sont les athlètes qui ont profité de Paris, pour qui ça a été le plus bénéfique. On voit clairement qu'il y a la Mauricienne Priscilla et la Tunisienne Zeynep, qui ont toutes les deux 160 points. Donc vraiment pour elles, ça a été une belle opération. Et il y a dans notre slide, on peut voir le nombre des athlètes qui aussi en ont profité. On a, je vais essayer de zoomer ça comme ça. Voilà.
On a Priscilla et Morand et Troudi dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres. Abderrahman, je pense, lui, d'être Abderrahman Bouchita, le 66. Est-ce qu'il est marocain ou tunisien? Je pense qu'il est marocain. César Diogo, en moins 113, Hassan Doukali, Azem Ali, Mane Boubacar. Donc, ça sont les athlètes vraiment qui ont profité du Grand Chelem de Paris pour prendre des points. Ah, c'est sur le tableau de gauche. Puis sur le tableau de droite, on voit les pays qui en ont le plus profité. Donc, le Maroc en premier, qui a accumulé 270 points pour 5 judokas. La Guinée, 240 points pour 2 judokas. La Tunisie, 170 points pour 2 judokas. L'Égypte, 160 points. L'île Maurice, 160 points. L'Afrique du Sud, 120 points pour un judoka. Le Congo, la République démocratique du Congo, 40 points. Le Gabon, 30 points. Et puis le Cameroun avec les Comores, Djibouti, la Gambie, le Mozambique, le Niger, la Centrafrique et la Tanzanie, 10 points. Ça, c'est les points de participation de Kevin. Donc, en gros, voilà qui a profité de Paris. Et puis, dans l'évolution de la ranking list, on voit un peu comment est-ce que la ranking list a évolué grâce à Paris. On a donc la SUDAF, la moins carrée SUDAF qui n'a pas eu de plus de points. Elle a eu quelques points glanés, mais pas plus. Quand on regarde celui qui a pris le plus de rangs, donc qui a le plus progressé dans le classement, c'est Sonia, la plus 118, qui a pris 3 places, qui est quitté de 9e à 6e au classement africain, et qui a donc, parce qu'elle a gagné, je pense, non, ça c'est pas 252 points, mais c'est, on va dire 252 points sur le classement, pas sur Paris, mais sur le classement, parce que le classement, c'est une combinaison des points que les autres ont perdus, parce qu'on a traversé la période des 12 mois de plein de facteurs. Mais en gros, elle se retrouve à plus 3 points. Et quel est le classement de Asela Sonia sur la ranking list olympique de... On peut regarder ça rapidement. OK. Donc, actuellement, elle est 64e. Elle est 3e dans le classement. Donc, ils ont une qualif continentale et puis elle est 3e à... L'Algérie a une qualif continentale? Chez les filles. Je pense qu'il doit y avoir une qualif directe chez les hommes. Ah, d'accord. Driss, voilà, ils ont une qualif directe chez les hommes. Okay. Et une qualif continentale chez les filles. Actuellement, ils ont deux places. Ce qui en soi, honnêtement, je trouve que c'est comme il y a une régression sur le mouvement olympique algérien côté judo. C'est une analyse de l'extérieur. Je pense qu'il y a une régression. Je pense il y a quelque chose qui s'est passé en 2020 et je pense qu'ils n'ont pas totalement guéri de ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé en 2020 et n'ont toujours pas guéri de ça. Donc voilà un peu les gens qui ont gagné des places et d'autres qui ont perdu. On a Morand Priscilla qui, malgré les points qu'elle a gagnés, a quand même perdu son classement dans la ranking list. Mais en soi, on va regarder Morand Priscilla. Mais elle a toujours la qualif continentale de l'île Maurice. On va regarder. Mauritius. Oui, elle a toujours la continentale. Okay. En espérant que Feuillet ne nous refasse pas une... Elle va devoir rester très attentive parce que elle n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri d'une feuillonnade. Ah oui, ça comme ça. Rémi, il ne paye pas les mines, mais... Non, il peut renverser des marmites. Hein. Il te fait 3 championnats du monde. Il te tue le game. Bon, tu peux avoir la chance qu'il fait 3 championnats du monde, il passe directement à la qualif directe. Mais ça peut ne pas marcher, puis il prend la continentale et il t'éjecte. Donc voilà. Et puis, chez les Camerounais, pas de changement. Parce que tous ceux qui étaient vraiment en liste ne sont pas partis. Donc, Djengue reste numéro 1. Sopi Mbela reste numéro 2. Baba Macha reste numéro 3. Et toi reste numéro 4.
Tamazan reste numéro 5. Et puis il n'y a pas Kombala reste beaucoup numéro de 6. différence. Il n'y a pas beaucoup de différence entre Baba Mathia et Sophie. Hein? Oui, oui, ça se joue à rien. Ça se Ça joue à se rien. joue à C'est pour rien. ça que je pensais vraiment qu'il fallait faire all-in pour que Djengue arrache la directe et que Sopi ou Baba arrache la continentale. Faut faire un effort. Mais je pense que là, c'est quasiment mort parce que elles vont se retrouver parce que les championnats d'Afrique, c'est bientôt. Quelle est la probabilité que ces athlètes qui, sûrement dans leur calendrier, se sont programmés pour faire la médaille d'or au championnat d'Afrique, quelle est la probabilité que juste après le championnat d'Afrique, elles réussissent à faire des grosses performances derrière? Je ne suis pas sûr. Quelle est la probabilité qu'elles réussissent à faire des grosses performances un peu avant? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense que vraiment, on est en train de faire all-in sur les championnats d'Afrique avec l'idée de consolider la situation actuelle, d'en avoir une qualification continentale. Bon. Ben bon, pour nous, ça nous suffit. Hein. Dès que si on a déjà au moins une, ça va. Bon. Oui, Maxime, mais je te dis, non. Maxime, il a fait des combats, mais j'ai trop adoré, quoi. Il est très intéressant. Il est très, très intéressant. On va regarder. Donc oui, Maxime, c'est un gars sérieux. Bon, je pense aussi que c'est le produit de la formation française. C'est vrai, ça nous fait plaisir, Camerounais d'origine, tout ça, mais c'est la formation française. Il faut l'admettre. On aurait été incapable de le former pour qu'il arrive à ce niveau. Maintenant, est-ce qu'on est capable de rattraper cet écart cognitif? Parce que on n'a pas un problème, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de est-ce qu'on a les éléments intellectuels pour pouvoir former des gens comme ça. Alors, on va regarder un de ces combats. Je pense que Oui, l'élément intellectuel va arriver quand on laisse les gens s'exprimer, quand on est ouais. débridé. Ouais. Si on est toujours enfermé sur soi-même, on est rabougri, ça ne va pas venir. Hein. Si on ne se pose pas des questions, si on n'analyse pas, on n'aime pas beaucoup les analyses chez nous. Quand tu analyses, toi, tu veux nous montrer que tu connais tout. Eh oui. Ça, c'est lui, là? Oui, c'est lui. Son premier Wazari. Puis il y a le second Wazari. Ça, c'est en finale de 3. Hein. Est-ce que c'est ça? Et tu vois le Ochigari? Oui, finale de bronze, oui. Tu as vu que tout à l'heure, il a attaqué en épaule et là, il attaque sur Ochigari. Oui, il a conditionné le gars. Non, il est bien. Il est bien. J'en profite pour dire merci à l'affiche parce que quand même, sur leur outil de visionnage, on a la possibilité de choisir le moment fort. C'est très pratique. Tu veux voir quand est-ce qu'il a pris Shido, tu peux voir Tatak, Wadimaté. Ils ont mis vraiment de très bons marqueurs. Ça permet quand tu visionnes un combat, si c'est des moments forts qui t'intéressent, tu es capable de les identifier. Et ça arrange à mettre les marqueurs un peu avant que tu aies le temps de voir la technique. Donc, c'est pas mal intéressant. Donc, on paye très cher. On est content qu'il y ait au moins ce genre. Tu as toujours pas digéré. Hein. Non. On est content qu'il y ait au moins ce genre d'éléments pour le prix qu'on paye. OK. Donc, maintenant, on va passer à la palette technique. On va passer au nouveau format où tu vas nous parler un peu de la technique des uns et des autres. On va commencer par la demi-finale, Riner contre Yusupov. Tu vas nous dire un peu ce que tu as pensé du combat. Tu vas nous expliquer parce que nous, nos auditeurs et moi, dans une certaine mesure, on est des néophytes. Il y a des choses, on voit juste des gars qui tombent. Donc, des fois, quand ils tombent pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, tu vas nous expliquer un peu ce qui se passe quand les gars tombent. Donc, tu n'hésites pas, tu veux que je m'arrête à un endroit, je m'arrête, et puis on fait comme ça. Donc, on va... Donc, déjà, Alisher Yusupov, c'est un Ouzbek. Et on rappelle que l'Ouzbékistan est entraîné par Ilyas Iliadis. Iliadis, ouais.
Maté, Maté. Attends, reviens un peu debout. Reviens. Voilà. Vas-y, play. Play. Madé. Je vais vous montrer quelque chose. C'est intéressant. Teddy Riner fait 2,04 m. OK. 150 kilos. Est-ce que tu vois que l'Ouzbek vient de poser sa main sur 2,04 m? Et Carrément. il a mis Teddy Riner à genoux. Regarde, Teddy à genoux. Regarde, il pose sa main, tac, Teddy va à genoux. C'est fort. Il le mange. Ah, et ça, c'est rare. Hein. C'est rare que tu vois Teddy comme ça. Ouais. Hein? Mais le commentateur disait que Yusupov, tu le vois à la télé, il n'en a pas l'air, mais il est immense. C'est quelqu'un qui est, je ne sais pas comment il va t'expliquer ça. Il n'est pas trop grand, mais il est immense. Ça dit que c'est un mec qui est impressionnant physiquement. Maté, pose, bien. Observe encore, Teddy est venu poser sa main. Tu as vu? Oui. Et c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant chez lui, c'est qu'il ne va pas se battre à enlever cette main. Il sait que Teddy aime poser la main. Donc, il va laisser, Teddy va poser cette main-là. Il va juste venir attraper et il va attendre Teddy. Vas-y maintenant. Vas-y. Tac. Et c'est lui qui engage l'attaque. Oui. Tac. Et c'est lui. Et c'est troisième attaque déjà. Hein? Oui. et il le fait en ayant Teddy dans sa zone de confort. Teddy n'est pas mis en mal dans le coup, il pose ses mains comme il veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le coaching ici? Qu'est-ce qu'on peut expliquer? On va expliquer que ce soit l'athlète, que ce soit le coaching, ils savent que Teddy ne change pas de direction. Teddy va uniquement à droite, c'est-à-dire qu'il va venir pour sa main droite, il prend la main et il va dans cette direction. Donc, ce que nous allons travailler, c'est que ne te bats pas. Il va poser la main parce qu'il est fort. Il est fort. Si tu vas, tu commences à te... On va laisser, il va poser sa main. Mais toi, ce que tu vas faire, comme tu n'es pas très grand, tu es petit, tu vas passer en dessous, tu vas faire ton sauté. Et c'est ce qu'il va faire, jusqu'à ce que Teddy va prendre des pénalités. Okay. Il est calme, il attend. Voilà, il est calme. Voilà, tu as vu Teddy encore, tiens, tac, il va encore poser la main. Et regarde, tac! Yoko Guruma. Et là, c'est lui. Et là, c'est lui qui a changé de direction. Et là, ce n'est pas, c'est pas en contre. Il n'a fait la c'est lui qui va l'attaquer. C'est lui qui va chercher. Oui. Maintenant, toi, est-ce que tu penses qu'il y avait... Bon, moi, quand j'ai vu la technique, j'ai dit Ouazzari. Même quand on a remontré au ralenti, moi, je mettais Ouazzari. Franchement, je ne mettais pas Epon. Tac. Tu vois, Maté. Bon, comment tu vas mettre Epon là? Et Ipon, on dit que c'est les deux épaules qui doivent toucher par terre. Il y a l'impact, oui. T'es dit, c'est vite levé. Ce combat est vraiment intéressant. Est-ce que tu crois que d'un point de vue technique, le problème qu'il a posé à Teddy Riner, est-ce que Teddy Riner peut le résoudre à l'avenir? Non, non. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce n'est pas la première fois que Teddy Riner perd sur ce type de technique. Souviens-toi que le Russe fait la même chose. Hein. Oui. Le Russe fait la même chose. Parce qu'ils ont compris, Teddy, techniquement, a des problèmes. Son Arai Gauchi, il prend... Parfois, il fait Arai Gauchi, comment dire, la manche de son partenaire, au lieu d'être vers l'avant, il va plutôt ramener vers le bas. Vers le sol, oui. Voilà. Et du coup, il part et il est en déséquilibre, en fait. Sur son pied d'appui, il est en déséquilibre. Il part, il est comme ça, en déséquilibre.
Okay. Ce qui fait que le contre, effectivement, quand l'autre t'a bien suivi, le contre peut arriver. Et ça, c'est souvent une erreur technique que te dire il ne fait. Il fait ça à chaque fois. Donc, aujourd'hui, il a un problème de déchet dans ses techniques. Comme là. Voilà, regarde encore ici. Regarde encore ici. Tu as vu cette séquence-là? Oui. Reviens encore un peu, tu vas voir. Et ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'ils viennent de faire. Maté. Voilà. Il est parti et l'autre, regarde, l'autre est stable. Oui. Il aurait pu le faire rouler là. Voilà. Et quand je vois l'Ouzbek faire, ça, c'est le morphotype de Iliadis. Je pense qu'il a comme passé au révélateur toutes les lacunes tactiques et techniques de Teddy Riner. Est-ce qu'il aura le temps de les résoudre pour JR? Parce que l'autre va aussi progresser. Hein? Oui, l'autre va progresser. Et puis, ça donne encore raison aux autres de dire que non, on est capable de gagner. Regarde bien qu'il ne se bat pas pour la garde, hein, tu as vu? Oui, non, il accepte. Il a laissé le bras. Hein. Oui. Il le laisse. Voilà. Et grignote, à chaque fois, il prend, fait voilà, manche, il fait bras. Manche. Et regarde. Ah, là, par contre, il s'est laissé emballer sur Uchimata. Sur cette technique, je pense qu'il s'est dit, ça va être comme le rail de tout à l'heure, il y aura, je peux contrôler. Je pense qu'il s'est dit qu'il peut gérer. Mais sauf qu'il y a une différence entre Arai Goshi et Uchimata. Oui. Regarde, tu vois. Oui, il n'a pas l'épaule. Oui. Il devrait avoir cette épaule-là. Voilà, oui. Et l'épaule-là a échappé. Oui. Et là, pour moi, il y a épaule. Hein. Ils avaient mis quoi, Wazari, je crois? Ils ont donné aussi Wazari. Moi, je pense que c'était épaule. Moi, je pense que c'était épaule. Et je peux te dire qu'à ce moment, dans le palais de sport, tout le monde respire. Ah bon, hein? Oui, c'était chaud. Hein. Je te dis, c'était chaud. Là, tu vois, il a commencé à baisser la tête. La situation n'a pas changé, mais l'Ouzbek se sent moins en sécurité. Voilà. Et il ne vrille plus sur la manche comme il le faisait tout à l'heure. Oui. Se sent moins en sécurité. Pourtant, voilà. C'est même situation technique, mais il est un peu moins en sécurité psychologiquement. Et Uchimata a laissé les séquelles. Teddy prend la distance, le met d'abord de loin, et après il va se coller à lui pour... là, maintenant, il change de stratégie. Il veut prendre l'intérieur pour empêcher Teddy Riner de roter. En fait, il a changé le plan de match. L'Uchimata, il a fait sortir complètement de son plan de match. L'Ouzbek vient de freiner. Teddy l'a tiré, il a freiné. Tu m'amènes où, là? Tu m'amènes où? Je ne viens pas. Hein? Non, mais... Clairement, tu vois, clairement, je pense que... Mais ici, Teddy commence déjà à prendre du dessus. Il a pris le dessus. Dès le maté, après le Chimata, il a pris le dessus. L'autre, maintenant, la dynamique a complètement changé. Je pense ça arrive, hein, je pense que ça arrive parce qu'il a peut-être un déficit d'expérience et tout ça. Des fois, tu essaies un truc, quand ça backfire, donc quand tu as ça ne marche pas comme il faut. L'Ouzbek, on ne dirait pas que c'est un peu de 100 kilos. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un moins de 100. Bon, il faut aussi dire que Teddy est quand même... Teddy, ça, il est grand. 2,04 m, 150 kilos. Quand tu es à côté de lui, tu es comme un petit joueur. Hein. Ah, il est grand. Tu vois là, il y a vraiment un changement de dynamique. Voilà, là, Teddy a pris le dessus sur lui. Là. Il a détaché, l'autre n'a qu'un seul appui sur lui. Il a détaché, il est à l'aise, il est correct. Bon, l'Ouzbek est sorti du combat. Teddy est rentré dans le combat. Oh, par contre ici, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, voilà. Il a voulu refaire le... mais c'est comme si c'est même Uranage. Oui. Oui, c'est Uranage. Mais moi, je pense
il n'avait aucune raison de lancer la technique parce que regarde, la main, son bras, sa main droite, regarde comment elle est. Regarde comment elle est. Il n'a pas le contrôle sur la main Non, droite. il n'a pas le contrôle. Tu vois? Donc, je me dis que lancer la technique là, c'est une façon de fuir le combat. Parce que tu te sens vraiment dominé. Alors, ça veut dire quoi? Si on pose une analyse, Teddy Riner lui a posé des problèmes sur Uchimata. Oui. Et pas sur Araiguchi. Ah. Donc, peut-être qu'eux, ils ont beaucoup travaillé sur Araiguchi. Sur Araiguchi, sachant que Teddy, son Araiguchi n'est pas souvent terrible. Or, ici, son Uchimata peut être fameux parce que Teddy est d'abord grand. Alors, il suffit qu'il mette ses segments en jeu et il te lève. Bon, et puis voilà, et on va voir ça même sur la séquence avant où il marque la première fois sur Uchimata. Et l'autre a voulu compenser, mais non. Sauf que quand tu as tourné, c'est mort. Non, c'est fini. Je pense que vraiment l'Uchimata que Teddy a sorti, ça a comme démoli le plan. Tu vois, c'est comme quelqu'un te dit, vas-y, c'est un droitier, machin truc, tu fais comme ça, tu donnes le coup et puis tu arrives au gars gaucher. Tu vois, tu te dis, c'est mort. Et quand tu combats, tu dis, mais il n'a jamais pris à gauche. Pourquoi il prend à gauche aujourd'hui? Je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais ça montre juste que Youssoufa fait un peu moins expérimenté que Teddy Riner et puis il va s'habituer. Il va s'habituer à s'adapter, adapter son plan de match pendant le tournoi. Le deuxième combat par Randori, deuxième combat qu'on devait voir, c'était celui d'Asma Amman 70. Ah là, mais là, par contre, l'arbitrage, j'ai vu ça, mais l'arbitrage, j'ai rien compris à l'arbitrage. Franchement, j'ai rien compris. J'ai vu le combat. Je ne sais pas pourquoi on la pénalise. Et puis, elle marque un point, on ne valide pas. Il faut attendre la vidéo pour valider. Je sais que dans le tirage, il m'a continué, et je ne retrouve pas son combat. Il était exempt du premier tour. C'est ça ici. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est typique tout à l'heure, quand on regardait le combat de Kevin Boudin, c'est typique, je ne sais pas si c'est typique des athlètes africains, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus chez les athlètes africains. Ce refus de poser les mains. Parce que tu vois, elle ne pose pas les mains. Elle ne pose pas les mains. Elle ne veut pas poser les mains. Bien. Je pense que c'est un rapport avec le fait que on dit bagarre de Kumikata. La bagarre de Kumikata. Or, non, le Kumikata même veut dire saisie. Saisie, oui. Alors, pourquoi tu fais dans la bagarre de saisie? Tu l'as saisi. Kumikata, tu saisis. Oui. Effectivement, pourquoi elle n'accepte pas la saisie? Non, je dois venir, je pose mes mains et en fonction de comment je pose mes mains, c'est comme ça que je vais aller faire la technique. Elle est très négative, tu vois. Et puis Asma vient de faire quelque chose au début. Si tu peux revenir au début. Au début. Non, au tout début. Voilà là. Tu vas voir. Elle commence à se mettre d'abord à gauche. Voilà, tu vois, là, elle est à gauche. Oui. Elle est à gauche. Et d'un coup, elle revient à droite. Elle revient à droite. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais te donner mon feeling. Elle avait peur. Asma était terrorisée. Après, pourquoi est-ce qu'elle était terrorisée, je ne sais pas. Mais elle était terrorisée. Et elle se remet encore à gauche. Et dès qu'il y a petit contact, elle revient à droite. Là, elle est à droite. Et tu vois, elle fait lâcher. Exactement ce qu'on vient de dire. Hein? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle prend le premier Shido. Oui, elle a tapé la main de son adversaire, en fait. Et tu vois, c'est un Shido qu'elle aurait pu ne pas prendre.
Oui, qu'elle aurait pu... Exactement. Parce que quand je regarde, par contre, ces trucs, j'ai pas l'impression là qu'elle est où moins on forte vient de dire là qu'elle que a pris en Margot. dessous, c'était en dessous de quoi? De la ceinture? Ça que j'ai pas compris. Non, mais reviens un peu. Il y a un problème. Pourquoi on lui dit qu'elle a pris en dessous? On va regarder. Le judo, là, j'ai pas compris. Ici, voilà. Prise de l'ours. Est-ce qu'ils ont considéré ça comme prise de l'ours? Je pense que c'est une prise de l'ours. Parce que quand on regarde sa main droite, je pense que c'est une prise de l'ours. D'accord, d'accord. Ah ouais, et il va lui donner prise de l'ours. Oui, prise de l'ours. Ah ouais. Maté. Alexis, il y a des changements dans ce combat, tu ne comprends pas. Regarde, maintenant que Asma a vu qu'elle a 2 cartons jaunes, est-ce que tu vois maintenant comment elle est agressive avec sa main droite? Changer d'attitude. Dans la tête, elle a changé d'attitude. Hein? Elle a changé d'attitude Elle a complètement. changé d'attitude, mais ce n'est pas ce qu'elle faisait dès Tout à l'heure, oui. Donc, la seule différence entre tout à l'heure et maintenant, c'est qu'elle n'a plus peur. Parce qu'elle n'a plus le choix. Maintenant, elle prend la décision que, bon, je vais te montrer, j'ai déjà 2 cartons, je risque de perdre ce combat. Non, je vais te montrer que, voilà, elle pose donc sa main droite. Shido. Shido pour le judoji blanc. Normalement, ça doit être une fausse attaque. Voilà, Shido. Tu vois, là, normalement, elle a pris l'ascendant psychologique. Par contre, tu vois, elle joue, elle fait quelque chose. Dans son esprit, un coup, elle est gagnante, un coup, elle est perdante. Ça fluctue beaucoup. Parce que tout à l'heure, elle était gagnante. Là, elle repart. Dès qu'elle s'est calmée, la peur est revenue. Comme on a donné le shido à son adversaire, elle revient maintenant à la première phase. Donc, on a comme 2 asthmas. La asthma dans sa zone de confort, ou du moins dans sa zone de peur, et la asthma qui n'a rien à perdre. Voilà. Et la asthma qui n'a rien à perdre est infiniment plus forte que la asthma qui a peur. Parce que dès que les choses se calment, elle recommence à avoir peur. Dans la préparation mentale, on va donc dire que non, dans ton combat, il ne doit pas avoir de moment où tu es gagnant, perdant, gagnant, perdant, gagnant, perdant. Non, tu dois être gagnant, 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 gagnant jusqu'à la fin du combat. Quand tu regardes ce combat, est-ce que tu as l'impression qu'elle avait un plan de match technique? Que tu penses qu'elle avait un plan précis? Non. Elle n'avait pas de plan. Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'elle, à chaque fois, elle essaie de cibler la main gauche de Margot Pino en se mettant. J'ai l'impression, mais c'est l'impression, je dis j'ai l'impression parce qu'elle ne le fait jamais suffisamment longtemps. Elle le fait un peu et puis elle revient de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est. Elle est tout le temps changeante. Elle est ici, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Mais là, elle marque quand même un point. Hein. Oui, un très beau point. Et je pense que ça, le point là lui a fait mal. Parce que tout à l'heure, elle avait peur de perdre. Elle avait 2 shidos, elle avait peur de se faire éliminer par des pénalités. Maintenant, elle aura peur de se faire rattraper. Bon, l'arbitre a mis du temps pour mettre le point. Il a cassé le rythme. Alors, regardons bien l'attitude des deux combattantes, leur position. Asma a un regard fuyant. Elle regarde en haut, elle regarde en bas. Elle regarde Asma. Tu vois? Asma est un peu... Non, Asma, elle regarde la caméra en haut, parce qu'il y a une caméra voilà, sur le toit. Elle n'est pas sereine dans ce combat-là. Oui, elle n'est pas sereine.
Voilà, là, elle revient encore gagnante. Voilà, là, elle est bien, là. Sauf qu'elle va prendre Shido, je pense. Non. Ah, Au là, prise de là. l'os. Ah ouais. On Attends, va reviens un regarder. peu sur le truc. Il y a eu prise de l'ours à quel moment? Oui, oui. Non, je comprends mieux, en fait. Je comprends mieux. Parce que j'ai crié au scandale, mais C'était pas si mal habitué que ça, finalement. finalement, ouais. Mais bon, ça montre quand même que elle est instable Oui. durant le combat. Un coup, elle est en haut, un coup, elle est en bas, un coup, elle n'est pas stable, elle ne pose pas ses mains, voilà, gagnante, gagnante. Hein, je me pose. Parce que même l'attaque qu'elle va faire là, pourquoi elle avait besoin de faire cette attaque comme ça? Pas besoin. Tu mènes par Wazari. L'autre a un Shido, tu as deux Shido. Avec l'expérience que tu as, tu dois savoir évoluer dans ces lignes de crête. C'est le minimum quand tu as cette expérience de savoir finir un combat. Attends, il restait combien de temps? Il restait, je vais regarder le chronomètre. Euh, il restait 2 minutes. Mais je vois contre Non, qui non, elle c'est combat. même pas ça. Je n'avais pas vu le nom, c'est Margot Pinot. Oui, Ah, c'est pour ça qu'elle avait peur, en fait. c'est pour ça. Elle a laissé Margot Pinot lui rentrer dans la tête parce que c'est Margot Pinot. Tu vois? Mais en Et réalité, pourtant, elle pouvait si elle était sereine, elle aurait pu gagner ce combat. gagner ce combat, je pense aussi. Je pense qu'elle aurait pu et je pense qu'elle devait gagner ce combat. Je pense que la seule personne qu'elle doit blâmer pour ce combat, c'est elle-même. C'est personne d'autre. Elle a fait des erreurs tactiques. Alors, on voit donc durant un combat comment la peur peut nous gérer, comment la peur peut nous pousser à faire nous-mêmes les fautes et donner la victoire à l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'on dit généralement que le combat le plus difficile, ce n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. Tu peux être préparé pour une compétition, pour un combat, tu arrives et c'est toi-même qui donnes les points à ton adversaire et tu te gagnes tout seul. C'est-à-dire que tu sors sorti des tapis, Oui. prise de loose, prise de jambes, terminé. En tennis, j'aime beaucoup le tennis parce que quand ils font les statistiques, ils font toujours la différence entre les on-force errors, dont les erreurs qui ne sont pas provoquées par l'adversaire, et les erreurs qui sont provoquées par l'adversaire. Ça permet de savoir, quand tu ressors tes statistiques, de savoir, OK, qu'est-ce que j'ai fait et qui en réalité j'aurais pu faire mieux. Par exemple, faire une double faute au service. C'est une erreur, c'est une force erreur. Rien ne t'empêche de mettre la balle dans la zone quand tu fais un service. Une double faute, c'est vraiment entièrement de ta faute. Personne ne pouvait, mais par contre, on te fait un passing et puis en allant chercher la balle, bon, ça sort. Ça, tu pouvais rien y faire parce que la balle était tellement placée, bien placée que, tu vois. Donc, c'est pareil. Ce que tu dis, c'est que on voyait des erreurs que tu fais. Par exemple, se prendre Shido parce que tu ne te rhabilles pas. Ça, c'était un bête Shido. Ou se prendre Shido parce que tu fais une sortie de tatami. Ou te prendre Shido parce que tu fais une prise de loose. Parce qu'en réalité, bon, c'est toi qui décides de faire la prise de loose. Donc, elle s'est clairement battue seule. Parce que je pense que psychologiquement, elle n'a pas bien préparé le combat. Voilà, parce qu'elle était, l'état mental, l'état psychologique était inhibé par la peur. Oui, oui, elle avait peur. Elle avait peur. C'est pour ça qu'il y a des flottements dans son combat. Un coup, elle vient avec la main, hein? Un coup, elle se met à gauche. Pourquoi tu te mets à gauche? C'est pour ça que j'ai dit que tactiquement, elle ne nous montre pas qu'elle a préparé son combat tactiquement. Parce qu'un coup, elle est à gauche, un coup, elle est à droite, elle pose la main ici, elle pose là, prise de l'ours. Et elle est dans l'ancien règlement.
Parce que quand on lui a fait le signe, elle a pensé que c'était pour la saisie de pantalon. Tu vois, à chaque fois, elle demandait que Mais quoi? Non, tu dois en avoir posé tes 2 mains ici avant de partir. On fait la transition, oui. Direct, non? Et elle est partie direct 2 fois. Et ça, je n'avais pas vu. Hein. Je n'ai pas vu ça. C'est quand on refait la vidéo avec toi là que je vois ces 2 fautes-là. Donc, elle c'est... Oh là là. Et pourtant, elle marque Ouazzari. Hein. C'est la seule qui marque. Elle fait le plus dur. Elle fait le plus dur. Bon, j'espère que le combat va lui rester. Elle va apprendre de ce combat et se dire qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de Margot Pino parce que concrètement, c'est elle la seule qui a marqué des points pour pouvoir avoir notre plan de match. Je te remercie beaucoup, Mathieu, parce que là, on a ajouté une nouvelle palette dans notre randonnée avec la palette technique où tu expliques un peu les choses pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux les combats. Merci beaucoup pour... que les explications ont été light pour le commun. Notre objectif, c'est de parler le judo à ceux qui ne connaissent pas du tout le judo, à leur faire aimer notre discipline. Oui, alors, je ne sais pas si les explications que j'ai données ont été faciles. On l'espère et on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye. Allez, bonne soirée. Bye.